Et quels sont les rapports aujourd'hui justement entre le pouvoir et les partis politiques d'opposition? Rares sont les partis qui se définissent comme des partis politiques de l'opposition. Ça, c'est un fait majeur dans le contexte d'aujourd'hui. Mais pour ne pas avoir l'air d'avoir, disons, esquivé votre question, tout au début, le 5 septembre 2021, lorsque le CNRD a pris ses responsabilités pour arrêter le cours du mandat usurpé de M. Alpha Condé, immédiatement, les intérêts qui étaient au pouvoir se sont opposés de manière directe au nouveau processus de dévolution du pouvoir. Pour leur maintien, pour empêcher que les réformes essentielles dont le peuple guinéen avait besoin puissent se faire. Et ces réformes étaient de quel ordre? Il faut assurer la cohésion nationale, parce que à la veille du 5 septembre 2021, la société était proche de l'éclatement. Et je dois rappeler à beaucoup de gens qui ne le savaient pas que pendant plus d'1 an, le dernier gouvernement de M. Alpha Condé avait fermé les frontières entre la Guinée et la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Pendant 1 an, disons que les populations n'avaient pas la possibilité de traverser la frontière. Le trafic économique était complètement gelé. D'où, disons, des conséquences fâcheuses, notamment pour la population, des paysans, des commerçants. Donc, c'était une situation explosive. L'arrivée du CNRD a remis les choses à plat et des décisions majeures ont été engagées à travers, dès la fin de l'année de 2021, le général Doumbouya avait indiqué la nécessité d'engager, disons, les assises nationales pour permettre à la société guinéenne de se regarder en face, de repasser, de revoir son passé et de se poser la question de ce qu'il faut faire pour avoir la réconciliation et le pardon. Les assises nationales ont permis de faire émerger 45 recommandations pertinentes qui ont plus ou moins structuré l'essentiel de la vie politique du pays, y compris le jugement du massacre du 28 septembre 2009 et tant d'autres réformes en ce qui concerne les aspects institutionnels et les aspects aussi d'équité pour que le développement, les ressources publiques soient redistribuées de manière équitable sur l'ensemble du territoire national. Et donc, des décisions sur l'allocation de 20% des revenus publics vers l'intérieur du pays. Donc, ça a permis de jeter les bases de la démarche que le CNRD et le gouvernement devaient dérouler, sans oublier également la nécessité d'un dialogue entre les Guinéens par rapport aux réformes politiques, par rapport à la manière dont il faudra organiser la transition. Il y a eu le dialogue interguinéen qui a mis en place 35 résolutions qui, à l'heure actuelle, étape par étape, sont en train d'être opérationnalisées pour nous permettre d'aller de la manière la plus consensuelle vers des élections. Tout ça a été fait. Et comme vous le savez, nous avons organisé le jugement du massacre du 28 septembre 2009. Et ça, c'était une première dans un pays qui a été marqué pendant très longtemps par une forme d'impunité. Et c'est un fait historique majeur. Et par rapport à cela, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est un fait majeur. D'anciens responsables qui parlaient au nom de l'État étaient devant la barre pour, disons, rendre compte au peuple guinéen et à l'humanité tout entière de leurs responsabilités par rapport à des massacres. Donc, les partis politiques dans tout ça, ces partis politiques qui se comptent au bout des doigts, se sont opposés en disant tout ça c'est de la mascarade, alors que c'est fondamental pour remettre en place un processus inclusif de transformation du pays, tant en ce qui concerne les institutions qu'en ce qui concerne l'économie, dans un environnement de cohésion et de vivre ensemble renforcé. Et
pas à pas, nous avons déroulé ce programme et c'est en train d'être couronné par l'organisation du référendum le 21 septembre prochain et les élections présidentielles et législatives à la fin de l'année. Mais bon, vous savez... Une date précise? Comment? Une date? Le 21 septembre, pour le référendum, les élections, il faut que les délais légaux et réglementaires, en conformité avec le code électoral qui sera adopté au lendemain du référendum, permettra de fixer la date qui sera publiée par un décret présidentiel pour convoquer les électeurs. Tout ça en 2025. Vous avez parlé de richesses publiques redistribuées sur l'ensemble du territoire. On va donc parler d'économie. La croissance est là autour de 5% en 2023 selon la Banque mondiale. Mais pour certains, enfin beaucoup en tout cas de Guinéens, ils disent ne rien ressentir. Pourquoi? Bon, vous savez, ça, vous oubliez que la Guinée a subi une catastrophe majeure. Le 17-18 décembre 2023. L'explosion du dépôt pétrolier. L'explosion du dépôt. Le rare dépôt que la Guinée avait. C'est-à-dire un pays sans possibilité d'avoir un stock en termes de carburant pour la circulation des biens et des personnes. Mais grâce à Dieu, 17-18 décembre 2023, le PIB en 2024 est aux alentours de 6%, ce qui est un processus exceptionnel et montre que malgré tout, la société, l'économie et avec une gouvernance relativement responsable a permis de démontrer la forte capacité de résilience et les ressorts internes dont dispose la société guinéenne qui est en mesure de faire face parfois à des situations d'une extrême gravité. Et ça, c'est l'occasion pour moi de louer le peuple guinéen dans son ensemble, d'avoir supporté les conséquences fâcheuses de tout cela avec stoïcisme et aussi avec, disons, l'espoir qu'on peut dépasser ce cap et ce qui est en train d'être fait. Et je reviens là-dessus. L'explosion du dépôt, la pénurie d'électricité pendant pratiquement 5, 6, 7 mois qui a mis à rude épreuve les populations et dans leur activité quotidienne et dans leur vécu. Mais tout cela aujourd'hui, un an après, c'est comme si c'est une histoire ancienne. C'est pour vous dire que nous avons réussi des performances avec l'assentiment, le soutien de la population et le taux de croissance de l'économie guinéenne est mirobolant. Cela veut dire que la Guinée progressivement est en train de revenir sur le devant de la scène et le marquera encore davantage d'ici 2026. Et c'est aussi la raison de votre présence ici à Abidjan, c'est de rassurer les investisseurs. Quelle garantie leur apportez-vous aujourd'hui? Nous sommes un pays qui se réveille, qui s'est réveillé. Nous avons un projet qui était mythique pendant des décennies et des décennies, la construction du Transguinéen, c'est-à-dire une voie ferrée qui partirait de l'Atlantique pour... plus de 600 km. De 700 km à peu près, et pratiquement terminé, et le premier train circulera dessus à la fin du mois de novembre prochain. Et l'exploitation minière du fer, du Simandou, permettra, disons, de concrétiser un rêve que des générations et des générations de Guinéens avaient toujours, disons, caressé dans leur esprit. C'est devenu une réalité. Et au-delà de cette réalisation économique, c'est une transformation majeure de l'environnement. 700 km d'une voie ferrée qui sera à multi-usage, c'est-à-dire le transport minéralier, le transport des personnes et le transport des marchandises. D'où la nécessité, naturellement, l'éclosion d'un espace
économique nouveau, avec des villes qui vont émerger, avec des besoins nouveaux. Donc un autre écosystème qui n'était pas là va renaître pour remettre au travail nos compatriotes guinéens et puis avoir la possibilité d'opportunités économiques qui feraient que les hommes et les femmes qui veulent investir, qui veulent, disons, se reconstruire dans une perspective en tenant compte, disons, de cette nouvelle réalité de la Guinée, sont les bienvenus. Effectivement, le projet Simondo est présenté aujourd'hui comme une vraie chance pour la Guinée. Où en est-on aujourd'hui dans l'exécution du projet? Et puis, qu'est-ce que cela va changer, autant le Transguinéen que le projet Simondo, pour les Guinéens? Non, les Guinéens pourront avoir déjà un autre environnement économique, un autre espace territorial qui va être profondément bouleversé et de nouvelles opportunités de traverser le pays de part en part par le train, de pouvoir investir à l'intérieur du pays et de pouvoir également, à travers les revenus que l'État pourra tirer de l'exploitation minière, une meilleure redistribution à un niveau plus élevé. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que 20% des revenus que la Guinée tirera des revenus miniers seront consacrés au développement du capital humain. Le développement du capital humain, c'est prendre en place toute la dynamique de zéro jusqu'à l'âge où on pourrait même être grabataire. Donc la question du développement humain, c'est la question de l'enfance, c'est la question de la scolarité, c'est la question des opportunités nouvelles en termes de formation, c'est la question de la santé, parce qu'il faut prendre en compte cette dimension qui est extrêmement importante pour permettre aux facteurs travail d'être mieux lotis pour être en mesure de faire en sorte que sur le plan économique, que nous soyons en mesure d'être, j'allais dire, employables, d'être productifs et d'être très bien formés. Qu'en est-il du contenu local et quels emplois réels? Le contenu local n'est qu'un aspect de l'exploitation de la nécessité de sortir de l'économie de rente, comme par le passé, vers une économie diversifiée. Et le contenu local, ce n'est pas simplement que les chauffeurs, les ouvriers soient des Guinéens, c'est aussi au point de vue du capital, que les Guinéens soient associés, soient partenaires dans des joint ventures qui permettront aux compétences locales, aux entrepreneurs nationaux, progressivement, en face d'entrepreneurs venant de l'étranger qui ont un niveau de know-how plus élevé, que nos entrepreneurs puissent apprendre, puissent se former et monter en échelle pour que demain, que nous puissions faire émerger dans des secteurs les plus variés possibles des champions nationaux. Et quels emplois réels pour les jeunes concrètement? Quelles sont les opportunités d'emploi que cela va créer? Non, ça crée déjà des emplois. Déjà, je peux vous dire, il y a près de 60 000 personnes qui travaillent autour de l'exploitation et des travaux, les chantiers du Simandou. Et ça, c'est extrêmement important. Et au-delà de ces emplois directs, il y aura d'autres emplois indirects. Parce que la présence d'une activité économique d'une forte intensité de main-d'œuvre avec, disons, de plus en plus une forte intensité de capital amènera nécessairement beaucoup de catégories de personnes ayant des degrés divers disons, en termes de connaissances et de savoir-faire sur le terrain. Et donc, les jeunes seront, parce que c'est eux qui sont les plus nombreux, savent déjà que leur avenir est dans une logique, disons, beaucoup plus heureuse que les générations antérieures.